Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec vous dans le cadre d'un nouveau café juridique, un café juridique sur le thème Investir en Afrique, le cas du Rwanda. Alors pourquoi un café juridique sur le thème Investir en Afrique, le cas du Rwanda? Tout simplement parce que de notre point de vue, les actualités socio-économiques autour de ce pays et sur les derniers mois focalisent quand même l'attention et donnent matière à interrogation sur l'attractivité économique de ce pays. Peut-être qu'il faudrait que je précise le contexte. Alors que le procès d'un génocidaire présumé, en l'occurrence M. Philippe, excusez-moi, alors que le procès d'un génocidaire présumé, en l'occurrence M. Philippe Ategekimana, a débuté le 10 mai à Paris, la récente rediffusion par la chaîne Arte de la série Black Earth Rising, réalisée par BBC en 2019, avec l'actrice britannique Michaela Coel dans le rôle principal et largement plébiscitée par les médias internationaux tels que The Guardian, de Daily Telegraph, de Daily Mail, ravive la controverse autour des thèses négationnistes et notamment celle du double génocide. Tout ceci au moment où le Rwanda, surnommé le pays des gorilles des montagnes, se remet à peine des inondations qui représentent une des catastrophes naturelles les plus sombres de son histoire, en raison du nombre de victimes officiellement enregistrées, c'est-à-dire près de 137, c'est-à-dire confondues, victimes blessées, victimes décédées. Le gouvernement a rapidement mis en place une réponse d'urgence, y compris des évacuations et des relocalisations temporaires dans des camps pour les personnes affectées. Plus de 10 millions de francs rwandais ont été levés en 24 heures pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain. La relocalisation urgente de plus de 19 000 ménages vivant dans des zones sujettes aux catastrophes a été définie comme une priorité par le gouvernement. Les sinistrés se disent reconnaissants pour le programme de l'État. Et donc, nous, à notre niveau, quand on compulse ou alors quand on analyse tous ces éléments, on se rend compte d'une chose. Est-ce qu'on est enclin à se poser une question? 30 ans après le génocide, quelle est l'attractivité économique du Rwanda? Et pour apporter des réponses à cette interrogation, nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec deux experts. En l'occurrence, d'une part, M. Cyril Lavoisier-Kemayou, Senior Executive et former Managing Director chez IHS Towers au Rwanda. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Oui, donc ça c'est pour notre premier... Merci. Ça c'est pour le premier intervenant. Et à côté de Cyril, nous avons Rémi Sabimana, qui est un journaliste international spécialisé sur les questions liées à l'Afrique, à l'économie, aux relations internationales. Bonjour Rémi. Bonjour Yvan, bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci. Donc merci à tous les deux. Une fois qu'on a posé le contexte, avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avec la première préoccupation, s'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Vous avez la parole. Hein. Étant donné qu'il n'y a pas de femmes, c'est sans protocole. On va donner la primeur à Rémi puisqu'on parle de son pays. D'accord. Donc je m'appelle Rémi Sabimana, je suis journaliste d'origine rwandaise et je travaille pour AG+ français, qui est le média digital en français de Al Jazeera Media Network. Et ce que je fais, c'est que je m'intéresse en fait aux dysfonctionnements économiques, politiques et aussi sociaux des pays africains. Par dysfonctionnement, j'entends littéralement tout ce qui ne va pas bien dans les pays africains, surtout francophones, mais de manière générale aussi des pays anglophones. Et ensuite, j'essaie de d'expliquer ces dysfonctionnements-là à une jeune génération de consommateurs des réseaux sociaux, puisque nous diffusons nos informations sur les réseaux sociaux de manière la plus simple, la plus aussi divertissante si possible, pour pouvoir faire passer un message sur des thématiques qui peuvent paraître complexes, mais qui en réalité, si on trouve une bonne manière de les expliquer,
sont facilement assimilables et sont aussi tout importantes pour cette génération. Donc je travaille sur le développement un peu des techniques, sur comment intéresser les jeunes générations à consommer les informations qui peuvent paraître boring, mais du coup à les assimiler mieux, et aussi ces informations-là qui sont très importantes dans leur quotidien. Donc c'est ce que je fais avant d'arriver à AG+ français. Je travaillais comme présentateur à la BBC, le service en français, à Londres. J'étais aussi journaliste pour la BBC à Dakar. J'ai travaillé également comme présentateur, mais radio, avec une autre émission aussi que j'avais créée qui s'appelait Afrique Avenir, et qui était une émission en gros qui consistait chaque semaine à identifier des entrepreneurs qui avaient trouvé un problème dans leur communauté et qui avaient créé une entreprise pour résoudre ce problème. Et avant la BBC, je travaillais pour Vox Afrique TV, au bureau Afrique centrale à Yaoundé, où je présentais plusieurs émissions, notamment Sans rancune, mais aussi une autre émission que j'avais créée qui s'appelait Vox Books et qui concernait des livres. Et donc je recevais chaque semaine un auteur africain qui avait écrit sur plusieurs thématiques, mais ce qui m'intéressait le plus c'était la politique, la sociologie, la socio-anthropologie en général, mais aussi l'économie. Donc voilà un peu brièvement. Okay. Merci Rémi pour cette présentation, et nous passons la parole à Cyril. Merci. Donc très sommairement, ce que je pourrais dire est sur ma personne et que je me définis ou je me présenterai déjà comme un Africain convaincu qui a porté la construction de sa personne et de son bagage professionnel ou intellectuel autour de cet idéal, si je puis l'appeler ainsi. Professionnellement parlant, cet idéal se retrouve dans le parcours, à savoir être vraiment dédié au développement des projets et des initiatives de business en Afrique. D'accord. Dans plusieurs prioritairement les télécoms, le FMCG et le utility, qui sont donc des secteurs vraiment très porteurs et qui ont guidé l'expansion économique de l'Afrique ces derniers temps. Les flagships qui ont pu construire ce bagage de bientôt 25 ans d'expérience professionnelle sont des entités telles que le groupe panafricain MTN, où dans divers pays j'ai eu à devoir rouler ma bosse dans diverses fonctions, des projets également d'envergure sur le développement de l'Internet au Cameroun avec un opérateur, le tout premier ISP à l'époque, qui avait été créé au Cameroun dans l'entreprise Ringo, puis avec Procter & Gamble, que j'ai rejoint dans le cadre de son hub de distribution qui s'est implanté pour l'Afrique centrale basé à Douala, mais qui couvrait 7 pays de toute la CEMAC, y compris la RDC. AHS Davos, qui est également un autre pont télécom, beaucoup plus focalisé sur les infrastructures passives des télécoms. Pour ceux qui feront la différence, les opérateurs de télécoms sont sur la portée du service aux consommateurs, mais tout le background ou le backbone de service s'appuie sur des infrastructures passives et actives. Donc IHS Tower étant un des acteurs dans le domaine des infrastructures passives, et que ce soit au Cameroun ou au Rwanda, donc les ventures de ce groupe ont pu accueillir ma modeste contribution, et cette expérience, je pense, au Rwanda est celle qui, je pense, motive la petite contribution que j'essaierai d'apporter à notre exercice du jour. Tout à fait. Je pense également qu'il est important, également dans la trajectoire de contribution, c'est celle de pouvoir faire en sorte qu'il y ait toujours un lien entre les éléments de gouvernance, les éléments de société civile et de développement, mais également le monde des affaires. Donc on essaiera de voir comment faire le lien avec Rémi et sur l'angle de lecture. Merci. Merci également à tous les deux pour ces premiers éléments de réponse, et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Alors, petit État d'Afrique de l'Est, enclavé et densément peuplé,
Le Rwanda possède des terres vallonnées et fertiles et une population de plus de 13 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'est une donnée statistique établie en 2022. Bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, c'est-à-dire RDC, et voisin autrement plus vaste et riche. Il est entouré par la Tanzanie à l'est, par l'Ouganda au nord et par le Burundi au sud. D'après vous, cette position géographique du Rwanda contribue-t-elle à augmenter son attractivité économique? Alors, ce que je pourrais dire d'emblée est qu'il est certes reconnu que l'enclavement est un facteur limitant de l'attractivité ou de l'expansion économique dans la mesure où être enclavé dans la situation géographique du Rwanda par rapport à des pays qui ont accès à la mer, effectivement, et développer dans une activité portuaire, présente vraiment un point de désavantage à mon humble avis. Cependant, ce n'est pas simplement le seul facteur avec les contraintes de géolocalisation. Il y a également, au-delà de ce facteur qui pour moi est une limite, il y a également, dans un monde de globalisation, le facteur de la nature des relations et de l'intégration sous-régionale. D'accord. C'est moi un point qui est très important dans la mesure où, au-delà des efforts ou de la dynamique qui peut être impulsée au sein d'un pays tel que le Rwanda, et cela est largement non discutable, il peut y avoir un grand frein quant à la nature du climat d'intégration régionale et je pourrais même dire du climat bilatéral qui, comme nous le savons, présente certains risques d'escalade conflictuelle. Tout à fait. C'est au-delà de cet aspect de géolocalisation et le fait d'être enclavé, il y a également cette dimension-là qui pour moi présente un facteur vraiment limitant de l'attractivité dans la mesure où si jamais cette escalade ou cette insécurité persiste, et je pense que ce soit au niveau de la RDC, que ce soit au niveau de l'Ouganda, que ce soit parfois avec le Burundi, mais pendant longtemps, je pense bien des fermetures de frontières, tout cela n'est pas de nature à vraiment aider. Et le dernier pan de ma lecture sur cet aspect, c'est je voudrais faire un parallèle avec un vécu dans le cadre des fonctions que j'ai pu occuper sur place. Donc, on s'est rendu compte effectivement que pour rendre le bénéfice des attentes des opérateurs de téléphonie mobile, MTN ou RTL et autres sur place au Rwanda qui contractualisaient avec la compagnie pour la construction et la maintenance, le développement de son réseau de télécom, il était très difficile de pouvoir respecter et les délais de réalisation qui étaient très agressifs par rapport aux besoins et aux injonctions de la régulation du gouvernement, et sur l'aspect des prix, parce que l'intervention dans le secteur des télécoms d'un opérateur d'infrastructure passive est supposée venir optimiser non seulement du point de vue de la price list, mais également du point de vue de l'efficacité et de l'efficience, la conduite, le développement, le rollout et la maintenance du réseau. Or, lorsque vous êtes dans une zone où vous êtes dépendant des pays riverains pour tout ce qui est flux de matière et de matériel et d'équipement, alors par certains points, donc vous avez non seulement économiquement un contre-coup que vous accusez, mais également en termes de lead times pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est acheminement des biens et des équipements. Il y avait un gros impact et tout cela ne favorisait pas le fait de pouvoir produire une offre commerciale jugée intéressante par les clients finaux, à savoir les opérateurs. Cela engendrait un débat sans fin et une incompréhension sur la cherté de l'offre et la plus-value donc de la présence d'un opérateur comme celui-là qui, à l'époque, était le seul à pouvoir fournir ce type de service et ça créait pas mal de tensions, entre guillemets, ou d'incompréhension dans le climat de coopération avec les partenaires. Donc, pour moi, c'est assez discutable, cette notion d'attractivité, et la géolocalisation n'est pas forcément un avantage. D'accord. Merci Cyril, et nous passons la parole à Rémi. Allô? Rémi?
Allô? Cyril? Oui, oui, moi j'entends bien. Je pense que Rémi doit peut-être avoir un petit problème de connexion de Ah, micro, ok. mais moi j'entends bien. Rémi? On n'entend rien du tout. Mon Dieu. Alors, est-ce que vous m'entendez là ou Oui, pas? là on Oui, t'entend, là on on t'entend. t'entend bien, Rémi. On t'entend Là, c'est bien. bon. Ah, ok. J'essaie d'éteindre. Oui, je parlais du paradoxe qu'il y a justement. Parce que quand vous regardez géographiquement ou géostratégiquement parlant, même si le Rwanda n'a pas une sorte d'embouchure sur la mer, etc., il est quand même entouré par des pays qui, sur le plan démographique, constituent un réel marché. Si on regarde la par exemple, on verra qu'on est sur du 100 millions d'habitants, plus de 100 000, presque 100 millions d'habitants d'ailleurs, ce qui est et il y a une connexion par route notamment entre le Rwanda et le voisin congolais. Quand vous regardez avec l'Ouganda, vous verrez qu'on est sur du 60... non, à la Tanzanie, on est sur du 63 millions. Et il y a aussi une connexion avec par route. Si vous regardez avec l'Ouganda, on est sur 50 millions d'habitants. Le Burundi, on est à presque 13 millions. Donc, si on met ensemble, ça fait environ 200 millions d'habitants. Et si vous regardez aussi tout ce système économique qui a été quand même libéralisé et qui a été connecté au niveau de l'Afrique de l'Est, la circulation des mouvements, la circulation des biens et des personnes, notamment au sein de la communauté est-africaine. On a un passeport est-africain qui fonctionne très bien. Quand je vais au Kenya, je suis comme comme un Kenyan, j'ai pas besoin de visa ou quoi que ce soit, et les biens aussi, il y a une certaine facilité. Maintenant, l'autre problème, c'est que si on voit juste ça de cette position-là, on se dirait, mais c'est magnifique. Je vais dire, si on est au Rwanda, on installe le marché des affaires, et d'ailleurs, le Rwanda est classé comme le pays où il est l'un des pays en Afrique, parmi, je pense, le top 10 des pays où il est favorable de faire des affaires. Donc, on se dit, avec ça, si j'arrive à exploiter tout ce réseau routier qui connecte avec tous ces grands marchés, mais c'est parfait. Mais quand vous regardez aussi en même temps, vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est que c'est aussi une région, entre guillemets, à risque. Avec notamment le géant du Congo, où il y a l'instabilité, mais aussi il y a beaucoup de problèmes diplomatiques souvent, avec par exemple le voisin burundais ou avec le voisin ougandais. Il y a toujours ce petit... Et dès qu'on coupe la frontière, le Rwanda est coupé, il est isolé. On l'a vu récemment entre 2019 et 2019 et 2021, où il y avait des frontières coupées entre le Rwanda et le Burundi, et entre le Rwanda et l'Ouganda, et presque aussi entre le Rwanda et la RDC. Et on se retrouve avec un pays complètement isolé, or qui est très dépendant des marchandises, par exemple, des biens qui vont venir de la RDC, de l'Ouganda, etc. Donc cette instabilité politique fait que ça a des conséquences sur le marché des affaires. Donc ce qui se trouve en même temps être une petite situation centrale très favorable aux affaires, se retrouve aussi être, cette instabilité fait de l'ombrage à cette opportunité économique. Et je pense que s'il faut envisager, voir l'attractivité des affaires, il faut prendre en considération cette double réalité qui est entre cette apparente attractivité, mais aussi cette réalité des conflits existants dans la sous-région qui font que parfois ça a un impact sur cette attractivité-là. Et donc avec Cyril aussi, je reste assez, c'est pas dubitatif, mais je vais rester réaliste. Et il faut prendre en considération ces deux réalités-là. D'accord. Merci à tous les deux pour ces nouveaux éléments d'éclairage. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. D'après certaines études effectuées par la Banque africaine de développement, c'est-à-dire la BAD, la croissance du PIB du Rwanda est évaluée à 7,9% pour l'année 2023. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un bon indice? Est-ce que ce chiffrage ou alors ce pourcentage établi par la Banque africaine de développement est favorable, contribue à renforcer l'attractivité économique du Rwanda? Je vais laisser Rémi prendre cette fois-ci, comme ça fera un peu différent.
Moi, j'ai toujours eu un problème avec les évaluations. Vous savez, après, c'est aussi des indicateurs qui permettent quelque part de jauger et de peser l'économie des pays. Il faut reconnaître au Rwanda énormément d'efforts pour assainir et aussi créer un écosystème favorable pour la création des entreprises, la facilité aussi à créer les entreprises, etc. Par exemple, si je vous prends en 2005, il fallait remplir 9 formalités pour créer une entreprise au Rwanda et à un coût équivalent à 223% du revenu par habitant du pays. Et aujourd'hui, quand on regarde selon la Banque mondiale, il n'y a que 2 démarches à effectuer en 3 jours pour un coût qui équivaut à 8,9% du revenu par habitant. Donc on voit véritablement des efforts à créer un écosystème favorable aux affaires. Mais après, quand vous regardez aussi parallèlement, il y a le modèle de développement du Rwanda qui repose essentiellement et en grande partie sur le secteur étatique. Et cela a montré ses limites avec l'augmentation considérable aussi de la dette publique ces dernières années. Tout à fait. Donc, il y a des grands investissements publics qui représentent, si on prend par 2020-2021, ça représentait les investissements publics 13% du PIB. Donc, ils ont tiré la croissance de l'économie rwandaise, mais ils ont conduit aussi à des déficits budgétaires importants, qui sont notamment financés principalement par des emprunts extérieurs. Donc on a le ratio un peu dette PIB qui est ainsi passé de 19% aux environs en 2010 à 56% en 2019, qui devrait atteindre normalement les 72 ou 75% en 2023-2024, suite à l'augmentation des besoins d'emprunt dû à la pandémie, mais les ressources extérieures, sous forme de dons et de prêts, concessionnels et non concessionnels, ont contribué de manière importante au financement des investissements publics. Donc on est toujours, vous voyez, dans cette source de fonds extérieurs qui, effectivement, viennent un peu booster, parce que aussi il y a la gestion de ces ressources qui est quand même une gestion saine, plus ou moins dépourvue complètement épurée de corruption, etc. Et donc à l'avenir, pour moi, le secteur privé devra jouer un rôle moteur plus important dans la croissance économique, parce que cette croissance que l'on a, qui est affichée, est une croissance qui est endossée sur principalement le secteur étatique, et le secteur étatique qui lui-même tire ses revenus des subventions extérieures. Or, si on veut avoir une économie qui est substantiellement solide et avec une croissance qui est, ma foi, plus rassurante et plus indépendante, il faudrait que le secteur privé joue un rôle moteur plus important dans la croissance. Et moi, je pense qu'en investissant, c'est là aussi il y a une opportunité, c'est-à-dire que il faut réellement que le privé puisse aller mettre des investissements. On l'a vu aussi que les investissements, certes, ont augmenté, mais le faible niveau de l'épargne, le manque de compétences, ainsi que le coût aussi élevé de l'énergie, ça fait partie des principaux obstacles à l'investissement privé. Je suis sûr que Cyril, qui est là-bas aussi, c'est ce genre de réalité. Je pense qu'il faut pouvoir en parler pour pouvoir adresser ces questions-là et y apporter une solution. Il y a un secteur privé aussi qui est certes dynamique et qui est en train d'aider un peu à assurer un taux d'investissement élevé, à accélérer la croissance, mais face au financement extérieur, je parle là de l'aide extérieure, mais je parle aussi de cette finalement concentration des investissements sur le secteur public étatique. Pour moi, c'est encore quelque chose qui fausse cette croissance qui, même si elle est flatteuse, même si elle est voilà quoi, réjouissante, pour moi, devrait être adossée sur le secteur privé davantage que sur le secteur public. Merci Rémi et Cyril, vous avez la parole. Merci. Je suis tout à fait en ligne avec le premier point d'observation, effectivement, que Rémi a évoqué, à savoir les indices, que ce soit la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. À chaque fois, il y a des indices qui sont un tout petit peu différents. Chacun, certes, a sa méthodologie. Donc plus qu'au niveau du taux en lui-même de 7,9 envisagé pour 2023, je focaliserai beaucoup plus sur un effet de tendance que cela pourrait induire. Mais déjà, je pense qu'il est important de relever, lorsqu'on voit d'où le Rwanda est parti de 2020, lorsque la pandémie a plongé le
monde dans une véritable crise du point de vue sanitaire et également du point de vue économique. Le rebond qui a quand même été observé depuis 2021-2022 et la perspective de 2023, c'est vraiment remarquable. Puis certes, c'est dans la lignée de la tendance que le Rwanda avait avant le choc de la pandémie. Mais comme on sait très bien, se relever est parfois plus difficile que ce que c'est lancé. Donc le fait de pouvoir se relever et de passer d'un recul en 2020 à pratiquement 10 points de croissance du PIB 2021, 6,9 2022 et envisager 7,9 en 2023, je pense que c'est vraiment au crédit du dynamisme et de la gouvernance du pays. Cela, naturellement, ne saurait être réalisé sans ignorer que faire face aux caprices du Covid, aux chocs climatiques, qu'on l'a dit en introduction, qui sont vraiment importants, et aux pressions inflationnaires également croissantes. En 2022, la pression inflationnaire était pas loin de 20%, 17,7 en 2022. C'est quelque chose de très difficile à absorber. C'est un facteur vraiment régressif en termes de tendance de croissance. Mais jusque-là, également, le Rwanda continue. Donc, de ce chiffre de 7,9, ce que moi je voudrais retenir, c'est le fait qu'il y a une tendance d'amélioration d'un point par rapport à 2022, selon l'estimation de la Banque africaine de développement. Donc, c'est vraiment encourageant. Et cela témoigne, entre guillemets, pour moi, d'une présomption de reprise de la demande extérieure. Donc, le crédit que le marché du Rwanda ou l'offre du Rwanda génère auprès des marchés extérieurs et l'amélioration également de la capacité du pays à satisfaire cette offre. On est dans un monde global, donc il n'y a pas de frontières, donc se positionner aujourd'hui sur un marché hyper concurrentiel et être attractif est quelque chose de vraiment louable. L'action gouvernementale à l'appui de l'économie locale, très important. Donc je pense que le gouvernement, à travers cela, ou les institutions telles que la Banque africaine de développement présument d'une action gouvernementale en appui à l'économie et particulièrement au PME qui sera légitime et qui sera un facteur de dynamisation. Il y a la maîtrise également accrue du déficit budgétaire dans lequel le gouvernement s'est engagé à travers principalement l'accroissement de l'épargne intérieure. Qui dit accroissement d'une épargne intérieure dit naturellement le développement de classes moyennes et à hauts revenus qui permettront effectivement de faciliter la croissance de cette épargne intérieure. Parce que lorsque vous êtes uniquement dans des flux qui repartent en upstream ou en downstream vers l'extérieur ensuite, ce n'est vraiment pas du tout quelque chose qui contribue à la réduction du déficit budgétaire, mais également l'application de plusieurs réformes. Je pense qu'il y a pas mal de réformes qui sont en cours et qui vont être accentuées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du service, principalement le numérique. Et maintenant, du point de vue macro, je pense qu'il y a un pari qui est également effectué sur la limitation continue des effets du conflit, je pense, russo-ukrainien, qui également affecte l'économie mondiale d'une certaine manière et particulièrement des pays de l'Afrique. Il y a pas mal de matières premières qui dépendent de cette zone de production, principalement du point de vue agricole. Et lorsqu'on sait que la stratégie de développement économique du Rwanda, tel que le président Kagame l'a chaque fois toujours impulsé, donne une primeur à l'activité agricole. Donc le contre-coup également de ce conflit qui doit être mitigé par un plan de contingence mis en place par le gouvernement sont autant de choses qui permettent de garantir ou de conforter la position de l'institution de financement africaine sur le fait qu'il y aura un point d'amélioration par rapport à 2022. Donc, je pense que c'est assez appréciable et c'est un signe de reprise au niveau du Rwanda. Merci Cyril. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Rwanda, 20 gorilles de montagne baptisés par des personnalités. Si cette publication effectuée par Africa News, c'est-à-dire le média panafricain international Africa News, est datée du 5 septembre 2022 est révélatrice de l'engagement des autorités du Rwanda en faveur de la protection des gorilles, elle est également le reflet d'une politique orientée sur la protection de la biodiversité
qui, selon l'agence de développement rwandaise, a permis que les recettes touristiques de ce pays atteignent près de 168 millions de dollars au cours de la première moitié de l'année 2022. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, je me permettrai vraiment c'est un avis, peut-être que je serai un peu présomptueux dessus, et le digne fils du pays, Rémi, pourra reprendre également sur cet aspect. D'accord. Mais pour moi, sincèrement, c'est un signe vraiment d'une agilité et d'une comment je peux dire ça, en anglais ils parlent de ideating. Je ne sais pas comment traduire ça principalement, mais c'est vraiment une véritable agilité en termes de conception et d'inventivité de stratégie de développement de la part des dirigeants du Rwanda. On parlait tout à l'heure d'une attractivité, de certains facteurs limitants, de certains facteurs purement. Mais aujourd'hui, je pense que le Rwanda n'est pas le seul pays à avoir autant de biodiversité ou ayant de cette générosité qu'offrent les différents écosystèmes. Mais l'approche de mise en valeur de cette richesse naturelle et de ce patrimoine national est vraiment d'une excellence en termes de vision et en termes d'approche. Donc, c'est vraiment quelque chose. Il faudrait qu'on se rende bien compte du fait que le Rwanda l'a initié d'une certaine manière, et je pense que de manière beaucoup plus accentuée du point de vue de la gouvernance et du point de vue des mécanismes économiques, des mécanismes d'investissement. La notion aujourd'hui de ESG, Environment, Social and Governance, tout à fait, qui prend de plus en plus dans la trajectoire d'allocation des investissements ou des fonds ou des crédits, les différents taux et conditions qui leur sont appliqués, et surtout la notation, dans la mesure où aujourd'hui on sait très bien que toutes les économies, les dynamiques d'investissement également font gré à la notation des institutions agréées dans le domaine et dont l'expertise n'est plus à discuter. Cela rentre en ligne droite de cette ESG qui permet de placer le Rwanda comme étant un réceptacle de crédibilité et donc des retombées de cette crédibilité de manière certaine. Que ce soit du point de vue individuel, à savoir, on a toute cette diaspora, on a toute cette jet set ou toute cette classe aujourd'hui qui investit, qui en fait la promotion, qui n'hésite pas à se déplacer, et donc cela continue à générer ces centaines de millions d'euros, de dollars, de revenus tels que vous l'avez évoqué, mais qui sont de formidables, ça en fait un vivier de formidables ambassadeurs. Tout à fait. Rien de mieux que cela pour construire la réputation. Si vous prenez un tout petit peu l'évaluation qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir établir une réputation comme celle-là, ou avoir un programme d'ambassadorship ou de testimonial à l'international avec des cabinets et tout ce qui va derrière, rien que ce levier est un point d'économie naturelle que réalise le gouvernement en s'assurant le véhicule de son image et de sa réputation via ces différents ambassadeurs de manière spontanée. Et je veux prendre l'exemple à contre-coup de certains pays africains, même le Ghana qui est actuellement dans une situation un peu plus difficile actuellement. Une des raisons de cela relève de sa notation fortement impactée il y a quelques années par ce facteur de ESG en termes d'attractivité et de gouvernance autour des investissements de parité et d'ouverture de marché, et également de conformité en termes de tout ce qui est écosystème, préservation des écosystèmes ou de l'environnement. Donc pour moi, aujourd'hui, le Rwanda vraiment s'érige en acteur d'excellence, au-delà de l'activité autour des gorilles, qui n'est qu'un banc, au-delà de ses revenus. Cela rentre en droite ligne de stratégie mise en place par le gouvernement rwandais, et cela conforte vraiment l'excellence de leur agilité de ce point de vue. Ça leur assurera des flux financiers non négligeables et également des conditions beaucoup plus, je pense, avantageuses dans le cadre, malheureusement, tel que Rémi l'a eu à le dire, des emprunts ou des flux de fonds extérieurs dont le gouvernement continue d'être dépendant.
mais au moins éventuellement pourra utiliser ce levier pour minimiser ou optimiser les termes de ces différents accords, et ça sera naturellement encourager également l'investissement privé qui pourra également survenir sur le pays. Merci Cyril, et nous passons la parole à Rémi. Rémi? Léo, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là on t'entend. Allô? Oui, c'est parfait. Ah, parfait. Moi, je parlerai vraiment d'un coup de génie. Sur cette question particulière du tourisme, c'est un coup de génie qui est basé sur une vision et puis ensuite sur une stratégie qui est assumée. Cyril en a parlé, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous prenez juste le cas de l'Ouganda, on a plus de gorilles. Vous savez, les gorilles avec le dos argenté. On a plus de gorilles et plus, entre guillemets, plus beaux en Ouganda. On en a aussi en République démocratique du Congo et peut-être même dans les pays voisins. Mais les seuls gorilles que l'on connaît réellement dans la sous-région, quand quelqu'un veut aller visiter des gorilles, la personne pense au Rwanda. Pourquoi ? Parce que ça a été le plus médiatisé, il y a une stratégie médiatique, mais aussi de communication, où en fait le Rwanda a réussi à créer réellement de la valeur sur un secteur qui a été négligé par beaucoup de pays de la sous-région. Il a réussi à en créer et aussi à élever son tourisme. Aujourd'hui, le tourisme au Rwanda, c'est presque devenu un tourisme de luxe. Et ça marche. Mais c'est parce que le Rwanda, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur ce projet-là, à donner une certaine hauteur à son tourisme, à ses animaux, à son écosystème, à ses forêts, etc., et à ses activités touristiques. Ça fait plus de 10 ans. Et je me rappelle, moi j'étais à Londres, je ne sais pas, c'est en 2018 ou 2019, où c'était un scandale parce que le Rwanda avait décidé d'investir dans Arsenal, dans la promotion de Visit Rwanda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce slogan-là. Donc Visit Rwanda, et le Rwanda avait mis, je pense, une dizaine de millions de pounds dans la promotion pour que le Rwanda puisse avoir Visit Rwanda sur le maillot d'entraînement notamment d'Arsenal. Et c'était scandaleux pour les Britanniques parce qu'ils disaient mais nous on aide ce pays. En gros, on leur donne des milliards, des millions de pounds chaque année, et ils prennent ces millions-là et ils viennent dans notre ligue, donc chez nous, pour les réinvestir. Donc vous aidez quelqu'un et il prend l'argent pour venir dans votre pays, pour sponsoriser vos propres clubs. Et pour beaucoup de Britanniques, c'était tout simplement inimaginable, c'était absurde. Mais le Rwanda avait assumé cette politique. Ils ont dit, on a cet argent-là, mais si vous nous donnez l'argent, c'est pour qu'on puisse l'exploiter de la manière la plus efficiente pour notre économie et pour nous-mêmes. Donc on a vu que le tourisme, c'est l'un des secteurs c'est l'une des rares richesses que l'on a au Rwanda, et on va les exploiter. Mais ils avaient cette opération coup de poing qu'ils voulaient lancer, c'est-à-dire vraiment porter le tourisme à un autre niveau en Afrique, pourquoi pas un tourisme de luxe, parce que aussi, et je vais l'aborder tout à l'heure dans les inconvénients un peu en tant que Rwandais, quand je vais en parler tout à l'heure, mais ils ont fait ça, investi autant d'argent, et puis ensuite ils ont fait ça aussi pour le Paris Saint-Germain, donc dans la Ligue 1 française. Et on a Visit Rwanda, et imaginez sur un maillot de Mbappé, de Neymar ou de Messi, vous avez Visit Rwanda. Donc partout où on sait tous comment ces stars-là attirent les caméras, le regard des caméras. Et ça a été partout. Du coup, il y a eu un afflux au niveau du Rwanda, mais ce n'était pas juste, on en fait la promotion. Vraiment, le Rwanda avait mis un cadre pour créer un secteur touristique qui est attractif, non seulement pour l'aménagement de ces parcs, la création autour de ces endroits où il y a des gorilles, il y a des hôtels maintenant 5 étoiles au beau milieu de la jungle, mais avec un standing, je ne vous parle pas aussi des réserves de préservation de l'environnement. Quand vous voyez par exemple des stars comme des GNRS qui viennent investir, qui créent un conservatoire pour protéger les gorilles, etc. Tout ça, c'est des coups de com', mais aussi des stratégies touristiques. Mais pour moi, c'est vraiment du génie. Et c'était assumé, mais c'était aussi avec beaucoup de risques. Parce que imaginez que le Rwanda avait fait ça pour les fonds d'aide britanniques, mais que ça n'avait pas marché. C'était un risque énorme, mais le Rwanda l'a pris. Et heureusement pour le Rwanda, ça a marché. Maintenant, ce que moi je dis, le problème, c'est que c'est devenu un tourisme de luxe.
par exemple, moi, comme Rwandais, si il faut aller visiter les gorilles, je ne vais pas dépenser moins de $1,000, entre 1 000 et 3 000 $. Si je veux passer, par exemple, un week-end, je sais pas, si j'étais marié avec ma femme, ça va être plus de 3 000, voire 5 000 $, ce qui est extrêmement cher et ce qui est très loin de la portée du simple Rwandais moyen. Mais encore une fois, vous allez me dire, il y a des priorités. On choisit d'abord de faire entrer des devises, donc de l'argent, et malheureusement, il y a ce côté négatif là, donc le pouvoir d'achat, les citoyens à l'intérieur du pays ne vont pas en bénéficier. Mais je comprends aussi un peu le gouvernement, puisqu'il n'y a pas de pouvoir d'achat réel, entre guillemets, solide à l'intérieur. Un pouvoir d'achat qu'il faut d'ailleurs améliorer. Donc il faut créer, on en revient, peut-être on en discutera plus tard sur comment améliorer le secteur, donner plus de pouvoir au secteur privé pour qu'ils puissent plus investir. Du coup, en créant les emplois, les gens auront un pouvoir d'achat plus conséquent et pourront aussi souffrir ce genre de service. Mais pour l'instant, c'est le tourisme des grandes stars. C'est des gens qui viennent, qui ont de l'argent et qui viennent pour visiter ces gorilles-là à des coûts exorbitants, ce qui est bien. Donc ça fait entrer de l'argent au pays, mais pour les Rwandais eux-mêmes, ce n'est pas encore vraiment un tourisme pour eux. Je pense qu'il faudrait aussi développer une sorte de tourisme bas de gamme, où les Rwandais eux-mêmes, avec leur pouvoir d'achat, ce qu'ils ont, pourront avoir accès. Et je pense que c'est aussi une autre piste. C'est-à-dire à côté de ce tourisme de luxe, créer en parallèle un tourisme bas de gamme pour les citoyens lambda. Et j'ai envie de dire quelquefois que dans le secteur touristique, le Rwanda est un peu victime de son propre succès, puisque finalement, ça a très bien marché, et c'est finalement les autres qui vont venir de l'extérieur, dépenser énormément d'argent, mais aussi en même temps, c'est une opportunité. Bref, pour ne pas aller de long en large, j'aimerais dire que le Rwanda a réussi à faire ce que beaucoup d'autres pays africains aujourd'hui n'ont pas encore réussi à faire, malheureusement. Et des pays africains qui ont une biodiversité beaucoup plus importante, beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, beaucoup plus diversifiée que le Rwanda. Quand vous regardez des pays, même Cyril, je pense au Cameroun, mais c'est un scandale de la biodiversité. Imaginez si on avait une politique touristique comme celle du Rwanda, mais au Cameroun. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? Tous les reliefs y sont. Vous avez la mer, vous avez les rivières, vous avez les montagnes, vous avez la forêt, vous avez toutes les espèces. Je ne sais pas s'il y a une espèce animale qui ne se retrouve pas au Cameroun, mais il y a beaucoup de pays comme ça qui n'ont pas cette politique en place, qui tardent à comprendre la nécessité de développer ce secteur et de créer les conditions pour le développement et l'explosion du secteur. Et sur ce point-là, honnêtement, au Rwanda, ils ont réussi, quoique je pense qu'il faudrait aussi créer en parallèle un tourisme bas de gamme, je vais l'appeler bas de gamme, pour le différencier de haut de gamme, pour que les Rwandais qui ont un faible pouvoir d'achat puissent y avoir accès. Merci à tous les deux pour ces éléments d'éclairage. Et nous retenons des éléments de réponse que vous nous avez fournis, que c'est une belle prouesse du Rwanda d'avoir ainsi pu capter ou alors booster l'attractivité de leur pays à travers, en mettant en valeur leur biodiversité, en l'occurrence les gorilles des montagnes. Maintenant, il faudrait également tenir compte, intégrer, relever que l'attention focalisée sur le Rwanda à travers les gorilles des montagnes a favorisé le développement de ce qu'on pourrait qualifier de tourisme de luxe, si je me fie au terme que vous avez utilisé. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et que ce tourisme de luxe n'est pas forcément accessible à toutes les bourses. C'est-à-dire, il y a des Rwandais qui, malheureusement, ne peuvent, compte tenu de leur niveau de revenus, ne peuvent pas se permettre comment dire ça, ne peuvent pas candidater pour ce type de tourisme-là. Et donc, peut-être il faudrait également intégrer des politiques de tourisme orientées et plus favorables également aux résidents nationaux, aux locaux, et parce que eux également, je pense que le tourisme n'est pas une activité qui intéresse uniquement les étrangers, mais elle intéresse même les personnes qui résident dans un pays, puisque bon, résider dans un pays, c'est peut-être être dans un espace ou alors dans une zone bien définie,
mais en sachant bien qu'il y a d'autres espaces ou d'autres zones à découvrir. Donc, petite précision ou petit complément. Le tourisme, de rendre abordable ce tourisme ne serait pas forcément uniquement en faveur des Rwandais. Le pouvoir d'achat du Rwandais n'est pas différent du pouvoir d'achat du... On faisait le lien avec le marché de 200 millions de Français. Donc le Rwanda aujourd'hui considérait le marché des riverains comme étant un vivier potentiel, devrait également, donc en rendant ce tourisme abordable, devrait drainer également de potentiels visiteurs de la part de ce marché immédiat de pays frontaliers, mais également même moi je suis un fervent convaincu de l'intégration régionale, de coopération sud-sud, d'une Union africaine beaucoup plus forte. Et tout à l'heure, Rémi faisait le lien avec le Cameroun, mais aujourd'hui, moi, même s'il faut que je me lève aujourd'hui, je ne prétendrai pas, je peux peut-être me l'offrir par la grâce du bon Dieu, mais combien de Camerounais, et Dieu seul sait qu'il y en a qui viennent au Rwanda dans des flux, que ce soit pour faire des études, que ce soit pour visiter, que les Camerounais sont francs du Rwanda d'une manière assez particulière, mais combien d'entre eux pourraient se l'offrir? Combien d'Africains pourraient se l'offrir? Combien d'Ivoiriens viendraient, de Ghanéens, d'Angolais, j'en sais rien. Donc il y a ce marché également qui est le marché principalement africain pour lequel c'est une barrière. Donc c'est pas tellement uniquement pour les étrangers, des Américains, les Occidentaux, les Asiatiques effectivement qui ont des revenus beaucoup plus importants. Mais c'est vraiment une barrière pour l'Afrique et il faut vraiment considérer que c'est donc une barrière pour la coopération sud-sud ou bien pour l'intégration vraiment continentale de notre économie. Merci Cyril pour cet élément complémentaire. Et nous allons passer à la préoccupation suivante. Bon, mais je pense que tous les deux, vous avez déjà évoqué des éléments de réponse concernant cette préoccupation, parce qu'il s'agit du rôle du secteur privé dans l'amélioration de la croissance économique du Rwanda. Je pense que sur les préoccupations précédentes, vous avez déjà eu à évoquer des éléments de réponse à ce sujet. Donc, le prochain point, c'est sauf erreur de ma part, portait sur les emprunts extérieurs. Non, nous sommes à la 6e préoccupation. Ah, excusez-moi, merci Cyril, merci Cyril. On aurait votre job bientôt, n'est-ce pas? Merci Cyril, c'est vrai que j'ai... Voilà, merci. En tout cas, merci. Donc, selon la Banque mondiale, le modèle de développement du Rwanda, qui repose en grande partie sur le secteur étatique, a montré ses limites avec l'augmentation considérable de la dette publique ces dernières années. Les grands investissements publics qui représentaient 13% du PIB en 2019 ont tiré la croissance de l'économie rwandaise, mais conduit aussi à des déficits budgétaires importants, financés principalement par des emprunts extérieurs. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je pourrais dire sur ce point est que l'emprunt extérieur n'est pas forcément un facteur négatif pour l'économie. Je vais prendre à titre d'illustration, ces sources de la Banque mondiale, quand vous regardez le top 10 des pays les plus endettés, qui ont le plus recours au niveau de la dette extérieure, faire un parallèle assez évocateur avec le dynamisme de l'économie ou entre guillemets la réussite ou le développement des pays. Vous avez l'Afrique du Sud qui est le plus endetté, 170 milliards de dollars, l'Égypte 143 milliards de dollars, le Nigeria 76, l'Angola 67, le Maroc 65. Si vous prenez ces 5 pays simplement de ce point de vue, on ne saurait dire effectivement aujourd'hui que par exemple, qui ont le plus recours à la dette extérieure aujourd'hui, c'est pas des économies qui sont des économies en berne, ou bien ils sont pas des pays qui ne sont pas en train de se développer. Certes, chacun a sa conjoncture de ce point de vue, mais ce sont des économies qui sont viables. Donc cela pose, je pense, je vais évoquer dans la zone francophone, il y a un des plus grands débats qu'il y a souvent, du moins pour nous qui sommes sur la côte ouest,
c'est la Côte d'Ivoire, où on a souvent eu à reprocher à Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ou l'économie ivoirienne de recourir à un flux d'emprunts assez élevé. Mais quand vous regardez la dynamique, quand vous voyez l'usage qui en est fait, quand vous voyez si derrière c'est assis sur une certaine vision et une certaine efficacité en termes de gouvernance, c'est pas un point négatif ou quelque chose qui serait par contre tellement un problème. Cependant, chaque économie, effectivement, j'ai cité ces pays, on ne pourrait pas en faire le parallèle de manière linéaire avec le Rwanda, dans la mesure où pour revenir au cas du Rwanda, si on fait attention aux termes maintenant sur lesquels ces différents accords d'investissement ou d'endettement extérieur sont conclus, ça peut être vraiment un problème, dans la mesure où le Rwanda est un pays qui a sa propre monnaie, donc la fluctuation du change est très 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 problématique, ou peut être un facteur vraiment de limitation. Les taux d'intérêt qui sont appliqués, des conditions de gouvernance, surtout en termes d'exécution des projets, est-ce que cela vraiment laisse la place à des acteurs de l'économie locale pour faire en sorte qu'ils puissent rester des retombées de l'exécution, de l'usage de ces différents emprunts, ou est-ce que quand on prend des pays comme la Chine, on sait très bien que leurs conditions d'octroi de prêts sont souvent très, très contraignants et sont toujours en faveur presque exclusivement d'acteurs venant de leur pays. Donc, c'est là, sur certaines de ces dimensions, que résiderait le grand problème pour un pays comme le Rwanda, je le disais, où le mécanisme de change vis-à-vis de la monnaie locale reste vraiment, le rend très sensible au choc de fluctuation de monnaie, de fluctuation de taux de change. Donc, le fondement de la Banque mondiale sur cette dimension-là trouve tout son fondement. Le postulat de la Banque mondiale trouve tout son fondement sur cette dimension-là, et reste à pouvoir trouver le lien entre ce facteur risque et l'opportunité toutefois qui réside dans l'opportunité et la dynamique de contre-utilisation des emprunts extérieurs, dans la mesure où il est prouvé également que cela peut contribuer au redressement et au succès des économies. Merci Cyril, et nous passons la parole à Rémi. Ouais, sur cette question, je pense que j'ai commencé déjà à aborder en montrant qu'effectivement, je suis d'accord avec Cyril que les emprunts extérieurs, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Après, quand on regarde le tissu économique rwandais, on voit qu'il dépend énormément des subventions extérieures, notamment des pays, mais aussi des multinationales, dont il est notamment une sorte de pays redevable. Et je pense aussi que le Rwanda, il le sait, et essaie un peu de chercher à rectifier le tir. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je pense que le Rwanda a pour ambition d'ici 2050 à passer... donc je parle là de la stratégie nationale, Vision 2050, qui ambitionne de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2035, puis à revenu élevé d'ici 2050. Et pour ça, on est tous d'accord qu'il va plus falloir booster le tissu, donc le secteur plus privé. Et je pense aussi que si on a un secteur privé assez puissant, on pourrait avoir des emprunts plus du secteur privé que de l'extérieur. Je ne sais pas si, je suis pas économiste, mais je pense peut-être que c'est plus favorable plus à la croissance intérieure, et aussi ça a une incidence sur la croissance du pays en termes de PIB, quand on a un tissu économique, donc des investisseurs locaux qui sont suffisamment puissants ou privés, et quand on dépend plus d'eux, donc qui constituent le tissu local, que de dépendre des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, etc. Or, quand on regarde, par exemple, l'agriculture au Rwanda, ça représente près de 35% du PIB. Ça se caractérise par une faible productivité qui ne représente que le quart des exportations totales, mais concentre l'essentiel de l'emploi. Même aussi l'industrie, on est seulement à 18% du PIB en 2019, et ça s'appuie sur la construction, et plus modestement aussi le secteur minier et la transformation agroalimentaire. Je veux dire,
il faut qu'on travaille davantage à avoir un secteur privé, donc une économie qui est basée davantage sur le secteur privé. Je parle là non seulement d'emprunt, mais aussi en termes de productivité surtout, que sur les fonds extérieurs. Et quand on regarde la dette publique, normalement, si on veut atteindre ce but-là, cette vision 2035-2050, en réalité, on devrait avoir un taux d'endettement public qui diminue. Or, quand on regarde la dette publique, elle a augmenté. Depuis 2018, on était à 45%, on est passé à 51% en 2019, et puis on a dépassé les 61% en 2020. Ça, pour moi, je pense que c'est inquiétant, surtout quand on a un pays dont les fonds dépendent essentiellement des dons extérieurs. Et donc, si on continue, donc on peut augmenter la dette publique, ça peut augmenter, mais si on a en retour un secteur privé, comme au Kenya par exemple, qui est beaucoup plus solide à l'intérieur, je pense que là c'est moins alarmant. Mais pour le cas du Rwanda, malheureusement, je pense que c'est alarmant parce qu'on reste encore profondément et fortement dépendant de l'aide extérieure. Et ça, je pense que ça va être le cheval de bataille du gouvernement pour les décennies à venir. Merci à tous les deux. Et donc, la préoccupation suivante, l'amélioration du rôle du secteur privé pourrait-elle favoriser la croissance économique du Rwanda? Je pense qu'absolument. On a couvert. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a déjà clairement les éléments de réponse à cette question. Donc, avec votre permission, on va passer à la préoccupation suivante. Le faible niveau de l'épargne intérieure. Le faible niveau de l'épargne intérieure, le manque de compétences ainsi que le coût élevé de l'énergie font partie des deux principaux obstacles à l'investissement privé au Rwanda. Ça c'est bien entendu selon la Banque mondiale. Mais quel est votre avis à ce sujet? Alors, je pense que le développement de la richesse intérieure est très très lié à la montée des classes moyennes et des classes à haut revenu. C'est impératif pour garantir également la croissance de l'épargne intérieure. Le postulat de la Banque mondiale est avéré, et je pense que c'est un complément de ce qui a été dit par Rémi également dans les interventions précédentes. Quand on parle de secteur privé, le secteur privé la croissance du secteur privé est étroitement liée au développement de la richesse intérieure et naturellement favorise l'augmentation de l'épargne. Parce que tout ce qui permet d'accroître l'épaisseur du tissu de l'économie locale, sachant ne tombons pas dans des travers qui existent. Je me permets d'être présomptueux en disant très bien que le secteur privé, pour moi, dans mon esprit, secteur privé égale forte présence de nationaux. Forte présence de nationaux dans le ownership, forte présence de nationaux dans le leadership, forte présence de nationaux également dans la capacité managériale, dans l'expertise. Cela ramène la dimension d'analyse, y compris au niveau de certains points concernant le transfert de compétences, concernant l'acquisition de talents. Ça relève de la création, la favorisation des filières professionnelles, des filières de métiers d'avenir, d'expertise vraiment métier. Tout cela est en lien et fait en sorte effectivement, parce que même lorsque vous avez des investissements, si vous n'avez pas l'expertise derrière qui est portée, c'est toujours une autre. Vous allez avoir recours à une expertise extérieure, à des contractualisations en représentation pour des partenaires extérieurs qui vont faire en sorte que ces flux retournent d'une manière ou d'une autre vers l'extérieur. Ça ne va pas favoriser l'épargne intérieure, ça ne va pas favoriser la montée en épaisseur des classes moyennes, des classes à haut revenu. Donc, l'accompagnement des PME également et de l'entrepreneuriat sont des facteurs en termes d'axe stratégique qu'il faut pouvoir poursuivre. Mais aussi la garantie de participation locale aux grands projets d'investissement.
On peut même avoir un appel d'air en termes de contribution extérieure, mais comment s'assure-t-on que le tissu local est au moins en participation minimale? On a plein de pays où cela est garanti même du point de vue de la régulation, ce qui maintient de facto une partie, sinon la majorité des retombées et autres profits en local. Et cela garantit non seulement le transfert de compétences, cela garantit également la non-évasion de devises ou entre guillemets des profits qui sont réalisés. Donc ça interpelle également, comme je le disais, donc le fait qu'aujourd'hui au Rwanda, ma petite lecture, l'éducation est déjà bien ancrée dans la stratégie de développement prônée par le gouvernement. D'ailleurs, plein de pays africains aujourd'hui vont, moi je prends le cas du Cameroun, on a plein de Camerounais aujourd'hui qui viennent pour être formés là, de ce point de vue dans des filières que moi je considère peut-être pas trop d'avenir parce que c'est un peu du droit, du notariat et autres. Il faudrait axer par contre la stratégie en place pour la promotion de l'éducation aujourd'hui au Rwanda vers des filières d'avenir et vers des créneaux vraiment professionnels pour être en avant-garde des tendances mondiales et pour être en attractivité également des différents projets. Donc, pour le dernier élément que je voudrais aborder, qui concerne les sources d'énergie, la cherté de l'accès à l'énergie, soit, pour moi, venant de notre pays ou ayant une expérience dans d'autres pays, cela est quelquefois, et toutefois pour l'environnement privé, ça est compensé toutefois par le taux de disponibilité. À votre permission, je vais un peu m'expliquer. Certes, ça peut être un peu plus cher, mais quand vous faites l'évaluation, du coût que cela fait, là où peut-être on peut avoir l'impression, je prends un pays comme le Cameroun, un autre pays comme le Togo, le Bénin, ou bien peut-être comme en Côte d'Ivoire, où on pourrait avoir l'impression que le prix est un peu moins cher, mais sauf que la disponibilité n'est pas la même. Ici au Cameroun, par exemple, vous avez un taux de disponibilité tandis qu'au Rwanda, il est de l'ordre pratiquement au-dessus de 90%, voire 95 ou 98%. Au Cameroun, ici, vous n'avez même pas la moitié de ce facteur, qui vous oblige à devoir mobiliser du CAPEX en source alternative pour avoir du backup. Donc, que ce soit en termes avec tout ce qui coûte comme élément de consommation, du carburant, ou tout ce qui est comme élément de maintenance. Quand vous regardez effectivement ce que cela coûte à la fin, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi avantageux. Donc, je pense que quelque part, le taux de disponibilité, qui est un grand avantage au niveau du Rwanda, peut quelque part mitiger l'impact du coût d'accès à l'énergie pour l'investissement privé, pas pour la consommation, j'entends, mais pour l'investisseur privé, c'est plutôt un avantage dans la mesure où il y a une certaine fiabilité en termes d'accès aux services et en termes de disponibilité et qui vous épargne beaucoup de casse-tête en termes de charges opérationnelles, de mécanismes opérationnels. Cependant, pour améliorer quand même l'attractivité de cet élément d'accès à l'énergie ou du coût d'accès à l'énergie, ce serait bien de continuer le chemin enclenché dans la diversification des sources alternatives d'énergie. Je pense que le gouvernement a déjà pas mal de pistes dessus, que ce soit sur le solaire ou que ce soit sur l'hybride, et cela pourra permettre également d'apporter un point de réponse à cette préoccupation. Merci. Oui, Rémi, vas-y, allez-y, pardon. J'aimerais à la suite de Cyril, parce qu'il a parlé d'un point qui me semble très important aussi, c'est un peu l'adéquation avec donc entre l'éducation et les secteurs porteurs, ou du moins les secteurs sur lesquels repose l'économie du pays. On a parlé du droit. Comme disait Cyril, je ne sais pas si cela est en droite ligne, si cela va en droite ligne avec la stratégie qui est de booster les secteurs prometteurs ou les secteurs sur lesquels repose l'économie du pays. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les facultés de droit, c'est important le droit, etc. Mais je pense que quand on regarde par exemple l'économie rwandaise, elle repose principalement sur l'agriculture pluviale. Donc on a le café, le thé étant les principales cultures commerciales et commercialisées. On a les exploitations qui sont petites, qui sont fragmentées et qui sont axées pour moi, c'est un secteur clé mondial. Et donc, il est urgent, je pense, de mettre en place une école qui tient en compte cette réalité.
qu'on nous forme plus d'ingénieurs en agronomie, qu'on nous forme plus d'ingénieurs, des gens spécialistes de l'agriculture, du thé, du café, de la transformation surtout. Parce qu'on a besoin de la création de la valeur. Et quand on regarde aussi même l'exportation, c'est vrai que le gouvernement essaie en sommet pour voir l'exportation de café, mais jusqu'aujourd'hui, c'est encore des entreprises soit étatiques ou soit affiliées directement à l'État. Et il est nécessaire de cultiver chez les jeunes rwandais qui se forment, quand on finit, on a le bac, qu'on sente qu'on aurait raison d'aller vers l'agriculture, d'apprendre, de se spécialiser dans la culture, dans des cultures qui font la force de l'économie, comme le café, le thé, etc. Et ainsi de créer de véritables champions locaux dans des secteurs sur lesquels repose notre économie. Parce que si on continue de former des gens qui seront certes formés dans des domaines, mais qui en réalité sont complètement déconnectés de ce qui fait la force de l'économie, on va se retrouver comme dans beaucoup de pays africains, avec ce problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je pense qu'il faut vraiment, et j'ai l'impression qu'on est encore dans cette école post-coloniale qui forme pour former. Peut-être que j'exagère, mais c'est un peu comme ça que ça me vient à l'esprit, qui forme pour former et non pas qui forme pour répondre aux besoins de l'emploi. Quand on parle des compétences, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent au Rwanda, mais quand ils arrivent, ils disent on a du mal à trouver des ingénieurs pour ces projets, des ingénieurs locaux. Donc soit ils sont obligés d'en amener à l'extérieur, sauf que le gouvernement aussi en parallèle est en train de créer un système, ce qui est bien d'ailleurs, un système qui permet d'employer d'abord des locaux, mais si vous voulez employer des locaux, en même temps que vous préparez ce cadre-là, il faut former ces gens et aussi leur permettre d'avoir de l'expérience dans ces domaines. Et je pense qu'on a du terrain pour ça, on a des ressources, quand on parle des cultures, etc. Il faut juste cultiver il faut donner, de la même manière qu'on a donné au tourisme cette portée-là, cette grandeur, il faut qu'on donne aux cultures du café, du thé, la même grandeur, qu'on donne de la valeur à ce secteur et qu'un enfant se dise ce n'est pas une honte d'aller apprendre à être un spécialiste du café. Je dis juste un terme comme ça au hasard. Ou aller être spécialiste, je ne sais pas, être je sais pas moi, éleveur de bœufs, puisqu'on en a besoin dans cette région. On sait que c'est des grands consommateurs de viande. Et c'est dans la culture on peut être exportateur de viande, on peut être exportateur de la viande de chèvre, etc. Et quand je dis exportateur, ce n'est pas seulement dans la sous-région, mais aussi au-delà. Mais il faut qu'on forme des gens. Et pour moi, l'agriculture, qui reste encore la première source et la colonne vertébrale de l'économie, elle est encore vue dans l'école et par l'école comme étant une sous-discipline, ou une discipline en tout cas pas très glorifiante comme le droit, on veut tous être avocats, etc. Alors qu'en réalité, si on veut s'en sortir, il faut qu'on soit plus ingénieur et agronome que juriste. Ok, bien, c'est bien noté. Merci à tous les deux. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante, qui porte sur l'indice du capital humain. Alors, toujours selon la Banque mondiale, l'indice du capital humain au Rwanda est évalué à 0,38. C'est-à-dire légèrement supérieur à la moyenne des pays à faible revenu, mais inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. D'après vous, quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour relever cet indice ? Alors, je pourrais, de manière très, très, comment je peux dire ça, très, très orientée, je pense qu'il y a des plans d'activité simplement qui sont déjà enclenchés et qui doivent, je pense, juste porter des résultats ou être dans une dynamique de réorientation. On a certains points déjà été couverts. Nous parlions tout à l'heure du volet éducation et je préciserai formation professionnelle. L'indice de capital humain interpelle beaucoup la croissance et la mise en capacité effectivement de tout ce qu'il y a comme capital humain. Déjà, il y a bien sûr l'aspect qui relève de la condition humaine, en elle-même des conditions de vie et les différents statuts sociaux, mais également la capacité. Et dans un monde de globalisation, on sait très bien que c'est important.
Donc, la formation professionnelle, premier point pour moi, promouvoir la formation professionnelle aux filières d'avenir. Cela garantit effectivement d'avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée et surtout qui est apte aux défis face à la concurrence d'une économie mondialisée. On parle de plus en plus de hub. Le Rwanda aujourd'hui est dans un marché, vu sa réputation, vu son excellence de gouvernance, c'est un poste d'excellence aujourd'hui. Donc sa position géographique peut en tirer l'avantage pour les pays frontaliers ou dans un cadre de l'intégration sous-régionale qui favorise une circulation des biens et des personnes de manière beaucoup plus concrète que dans d'autres zones comme l'Afrique de l'Ouest ou bien comme la CEMAC encore aussi beaucoup plus en retrait. Donc, être un poste d'excellence en ayant donc une plateforme de compétences avérées serait aujourd'hui quelque chose qui permettrait de fondamentalement rehausser cet indice du capital humain. Naturellement, lié maintenant aux conditions de ce capital humain, donc accroître la couverture de santé et d'éducation publique. Donc, selon les moyens qui sont mis en place et selon les filières, faire en sorte effectivement que ce soit un engagement de manière presque sacerdotale de la part de toute la communauté. Il y a un pan d'activité pour moi sur lequel on est déjà sur la très bonne voie et je pense très en avance par contre, qui est l'application de la politique d'égalité de genre. Faire en sorte qu'il y ait vraiment une égalité, tout l'accompagnement en ce qui concerne le développement de l'éducation pour les filles, l'intégration des femmes aux différentes fonctions, la parité des genres aux différentes responsabilités. Le Rwanda est très en avance dessus. C'est un des rares pays où vous avez, je pense, le gouvernement qui est en parité totale et la plupart des institutions suivent. Donc, et cela n'a aucun impact en termes de réduction de productivité ou autre, peut-être même mieux. Il y a donc, selon la stratégie, maintenant ça c'est du point de vue vraiment social, il y a l'accompagnement du secteur local, l'économie locale avec les PME et l'entrepreneuriat local, pouvoir essayer de faire en sorte, sauf erreur de ma part, je ne sais pas, une plus grande issue de financement local et à s'appuyer sur les banques commerciales. Il faudrait qu'ils puissent peut-être avoir un accent également sur un secteur bancaire qui accompagne une économie agricole ou une économie ciblée sur les PME. Donc cela pourra permettre également de pouvoir rehausser cet indice. Et également du point de vue sous-régional, donc faire en sorte que le cadre de l'exploitation de ce capital avec la limitation des risques d'instabilité politique et dans les relations diplomatiques également aide et fasse en sorte effectivement que ces restrictions qui sont très très pénalisantes pour le Rwanda de ce point de vue puissent être levées de manière assez permanente, de sorte à ce que tout le potentiel qui résident dans la sous-région et qui sont au Rwanda puissent vraiment se matérialiser. Donc voilà quelques mesures, j'essaie d'être assez précis, qui pour moi permettraient vraiment de rehausser cet indice du capital humain au Rwanda. Merci Cyril et Rémi. J'ajouterais qu'il faudrait une croissance inclusive, pas par rapport au genre, puisque comme Cyril vient de le dire, le Rwanda en matière de genre, hommes-femmes, il est très largement avancé. Je parle de la croissance inclusive entre les pauvres et les riches. Parce que quand on regarde même la croissance économique, quand on parle de la croissance du bon résultat du Rwanda, cela profite à cette nouvelle classe, soit aux riches, mais aussi à cette nouvelle classe moyenne émergente. Et ça se trouve dans les villes. Mais quand vous regardez la dynamique de réduction de la pauvreté, par exemple, elle s'est affaiblie ces dernières années. Donc, en termes de seuil de pauvreté internationale, par exemple, qui est de 2,15 $, le taux de pauvreté est passé au Rwanda de 75% à 53% entre 2000 et 2013, ce qui est bien puisqu'il y a une diminution, mais elle est devenue presque stagnante. En 2016, par exemple, la pauvreté était de 52%. Donc, on voit qu'on est dans les 50% jusqu'aujourd'hui, par exemple, de pauvres. Et je parle là de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour ou de moins de 2,15 $, ce qui est inquiétant. Donc, en même temps qu'il y a cette forte croissance économique qui est annoncée, etc., mais on voit que ça profite entre guillemets, à ces mêmes riches et à cette classe moyenne émergente. Ce qui n'est pas mauvais pour la classe moyenne émergente, mais je me rends compte qu'effectivement, tout ça profite plus à des régions urbaines. C'est-à-dire que le développement qui se passe, même l'explosion, qu'il soit technologique, le hub technologique quand on en parle, c'est plus dans les grandes villes. Et il faut que cela puisse descendre dans les régions rurales. Ces régions rurales sont les plus peuplées.
Donc il faut que ça descende. C'est pour ça que je parle de croissance inclusive. Et donc ce ralentissement de la réduction de la pauvreté va s'expliquer, par exemple, selon la Banque mondiale, parce qu'elle appelle une sorte de compression de la consommation des ménages dans les zones rurales, due en partie à une lente transition rurale vers urbaine. On a de l'électricité, certes, dans les grandes villes, mais dans les régions rurales, on a encore des problèmes d'électricité. Donc vous allez revoir que le réseau, il est connecté avec les zones rurales, certes, mais vous verrez que on a les poteaux qui s'arrêtent dans les zones urbaines. Et puis, on va distribuer quelques panneaux solaires, encourager un peu les énergies renouvelables un peu dans les coins reculés. Ça peut être une solution parce qu'on sait aussi que le Rwanda, c'est très montagneux, c'est difficile de connecter, d'électrifier toutes les campagnes. Mais je pense qu'il faudrait plus d'efforts pour qu'il y ait, par exemple, plus de développement, plus d'électricité, plus des services sociaux, plus d'hôpitaux dans les coins reculés. Sinon, on va se retrouver avec des zones urbaines qui sont en nette progression, où on a des gens, une classe qui devient de plus en plus riche ou qui sort de la pauvreté. Quand il y a la croissance, qu'il y ait une croissance inclusive. Oui, merci Rémi. Merci Rémi. Merci également à Cyril pour ces éléments d'éclairage autour de l'indice du capital humain au Rwanda. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien de ce jour, puisque nous avons maintenant une préoccupation. Selon la dernière, selon l'ambassade du Rwanda en Belgique, les secteurs actuellement porteurs d'opportunités, au Rwanda bien entendu, sont les suivants. Agriculture, énergie, tourisme, NTIC, immobilier, BTP, services financiers, exploitation minière. Quel est votre point de vue au sujet de ce listing ou alors de cette shortlist qui a été établie par cette agence diplomatique? Je vais laisser Rémi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est un peu ce que l'on connaît aussi, c'est un peu des précisions que donne la Banque mondiale, le FMI, quand il parle de projection, quand il parle aussi des secteurs actuellement porteurs. Je n'en disconviens pas, hein. Je pense qu'effectivement, ce sont des secteurs qui sont en plein boom. D'ailleurs, quand on voit les chiffres de l'ABM, ça corrobore effectivement. Mon avis là-dessus, moi je pense qu'il faut, parce que quand on regarde réellement l'économie du Rwanda, si on parle vraiment de l'économie intérieure, elle est basée sur le petit commerce. C'est-à-dire qu'on a toutes ces activités dont on parle, mais les Rwandais, la plupart des Rwandais, c'est des gens qui ont, entre guillemets, je vais parler de petits métiers. C'est un terme un peu réducteur, vous m'en excuserez le terme, mais c'est pour donner un peu une idée. Donc on va voir ma maman, ma grand-mère, etc., qui vont vendre au marché, etc. Et c'est d'ailleurs un peu comme beaucoup d'économies en Afrique subsaharienne. Et ces gens-là, c'est des gens qui vont par exemple vendre de la banane tous les jours, du riz, ce qu'on mange tous les jours, qui vont vendre de l'huile, qui vont vendre, etc. C'est du petit commerce. Et je pense encore une fois que certes, il faut développer, je vais appeler ça le grand commerce, donc un peu les exportations à l'extérieur, etc. Mais il faut réellement encourager une explosion du secteur, déjà en cherchant à le connaître. Je ne sais pas si on peut le rendre conforme, ça je veux pas secteur par exemple informel, je ne sais pas si on peut le rendre formel, mais au moins le Rwanda a réussi par exemple à l'organiser de telle sorte à pouvoir collecter de l'impôt sur les petites activités. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on puisse trouver un moyen de montrer un intérêt aux investisseurs à venir mettre leur argent dans les petits commerces, ou du moins à les réunir comme on a déjà commencé à le faire au Rwanda, au sein de ce qu'on appelle des coopératives. C'est-à-dire pouvoir donner une force de frappe, une force de productivité, une force de commerce à ces petits commerçants. Et à leur faire comprendre qu'ils ont besoin, au lieu de continuer à évoluer chacun a un petit comptoir, etc., ils peuvent se mettre ensemble et créer une entreprise qui livre par exemple le riz. Pourquoi, au lieu de vendre chacun la patate douce, je mets mes patates douces, etc., pourquoi on se met pas ensemble, on crée une coopérative qui va acquérir des terres, cultiver et créer une chaîne de production. Et c'est en partant de ce petit commerce, de
en boostant ce petit commerce, qu'on va aussi booster les ménages de manière directe. C'est-à-dire que cela va profiter directement aux Rwandais qui, pour la plupart, c'est comme ça qu'ils s'emploient au quotidien. C'est comme ça qu'ils gagnent leur pain au quotidien. Et c'est comme ça aussi que les Rwandais, de manière générale, ont de quoi manger. La plupart des Rwandais ne vont pas dans les supermarchés. Les supermarchés, encore une fois, comme je l'ai expliqué, ce sont la classe moyenne, ou plus ou moins la classe moyenne, qui va dans ces supermarchés. Les autres, les Rwandais, la majorité, ils vont dans des petits marchés, dans des petits commerces, où ils vont acheter justement ces petits trucs avec leur coût, leur pouvoir d'achat. Donc, je pense même s'il faut investir, c'est ces secteurs-là qu'il faut viser. Vous arrivez au Rwanda, il faut comprendre ce que les Rwandais consomment. Quand je dis les Rwandais, je parle de ceux qui sont les moins riches, ou les pauvres, les plus pauvres. Qu'est-ce qu'ils consomment le plus? Quand vous avez identifié les différents produits, vous avez identifié les différentes chaînes et chaînons qui constituent leur subsistance quotidienne, vous cherchez à créer ou apporter des réponses qui apportent des solutions plus globales, plus consistantes, à créer de petites usines, à renforcer, à créer une chaîne de la production jusqu'à l'approvisionnement. Et je pense que c'est là où il faut réellement investir, parce que c'est là où il y a l'avenir. Surtout si on veut toucher réellement des populations de manière directe. Et je sais que les gens voient directement les investissements en grand. Évidemment, pour les grands investisseurs, on ne va pas venir perdre du temps dans les petits commerces, etc. Mais pour des gens qui ont vraiment le souci des populations locales, développer le tissu économique local, c'est là où je pense qu'il faut prêter attention. Merci Cyril, merci Rémi. Nous sommes parvenus au terme de notre entretien de ce jour. Voilà, je n'ai pas donné mon petit point de vue sur le dernier point. Ok, vas-y, allez-y Cyril. C'est juste un compliment, hein, sur lequel je suis tout à fait en accord avec tout ce que Rémi a eu à dire, mais j'aurais au risque de prendre peut-être un tout petit peu le contre-pied littéral de la question, mais pour moi, je voudrais vraiment insister sur le fait de concrétiser vraiment ces champs d'opportunités, parce que certes, la Banque mondiale définit ces champs d'opportunités, mais encore faut-il concrétiser ces opportunités de manière concrète. Et pour cela, pour y arriver, je ne doute absolument pas de la volonté déjà très très avérée et matérialisée vraiment du leadership, pour moi qui est un leadership d'excellence en Afrique, voire dans le monde. Ça dessus, cela part de là. Tout à l'heure, elle m'évoquait parfois d'autres pays africains qui ont peut-être même plus d'opportunités, mais qui ne font pas preuve d'autant de génie. Donc, je ne saurais vraiment conclure sans préciser le fait que pour moi, c'est le premier levier qui permet de conforter la capacité sur la concrétisation de ces champs d'opportunités. Donc, il faut toutefois faire attention à certains aspects, pour moi, que je considère comme l'escalade sécuritaire. C'est vraiment quelque chose qui, comme on a dit en introduction, qui m'inquiète personnellement, mais il faudrait vraiment souhaiter pour tout le monde, pour l'Afrique en général et pour ce pôle d'excellence, que ce risque-là s'estompe très très rapidement. Il y a la continuité dans la cohésion de gouvernance. On a un leadership qui est en place depuis, je pense, quand même plus d'une vingtaine d'années. Personnellement, j'espère vraiment que cela puisse continuer, ou que dans le mécanisme de continuité soit assuré dans la logique de gouvernance, parce elle a fait ses preuves, et je pense qu'elle est un exemple également pour l'Afrique. La consolidation d'un marché de consommation locale, Rémi le disait tout à l'heure, le marché de consommation locale effectivement n'est pas là. Il a vraiment dit avec les termes les plus appliqués. On ne peut pas bâtir une économie avec une classe moyenne aléatoire qui serait celle-là il faut un véritable tissu de consommation locale. Et il y a une dimension, pour moi, sous réserve, je ne suis pas vraiment ni économiste ni démographe, mais des petites lectures que j'ai pu faire en préparation, je pense que la dimension de la maîtrise de la démographie est aussi importante. Le Rwanda me semble un pays à forte densité. Et je pense que c'est quand même, en titre de comparaison, je pense que la densité de population du Rwanda est pratiquement
la double naturellement, un peu plus même d'un pays comme la RDC qui est un géant en termes d'étendue du territoire, mais même par rapport aux autres pays, ça reste quand même une densité de population assez forte. Et si il n'y a pas de maîtrise dessus et un œil vraiment porté dessus, ça sera également un aspect, surtout quand on parle de développement de l'agriculture et autres, ça peut être un facteur limitant. Donc, porter une attention un tout petit peu sur le facteur démographique, qui pourrait également être un des leviers de risque. Donc, je suis en alignement complet dessus, en espérant effectivement que ces différents points pourront être pris en compte à n'en point douter dans le cadre de l'implémentation de la stratégie des décideurs. Merci. Merci Cyril, merci Rémi. Nous avons eu le plaisir de nous retrouver avec vous dans le cadre de ce café juridique placé sur le thème Investir en Afrique, le cas du Rwanda. Et nous sommes parvenus donc au terme de notre entretien, de notre rencontre de ce jour. Une rencontre au terme de laquelle nous ressortons avec plusieurs éléments d'éclairage au sujet des différentes préoccupations que nous avons abordées. Et nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Parce que se livrer à un tel exercice un dimanche matin, en plein week-end, du moins de mon point de vue, je pense que ce n'est pas toujours évident. Ou alors, il faut être, comment dire ça, il faut être quand même, avoir une appétence pour les questions intellectuelles pour accepter de se livrer à un tel exercice. Et donc, merci encore à tous les deux une fois de plus. Et ce que nous retenons, enfin pour résumer, ce que vous nous avez dit tout au long de cet entretien que nous avons eu, c'est que tout d'abord, le Rwanda joue d'une position géographique assez intéressante. Mais s'agissant de cette position géographique, vous êtes tous les deux dépêchés de relever que l'entretien des relations diplomatiques avec les pays voisins, les pays autour, devrait être... il faudrait que les autorités de ce pays soient quand même un peu regardantes sur l'encadrement des relations diplomatiques qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Ceci bien entendu, s'ils souhaitent optimiser l'attractivité économique de leur pays. Rassurez-moi si je suis aligné avec ce que vous nous avez dit, s'il vous plaît. Donc ça c'était pour le premier point. Ensuite, s'agissant maintenant des chiffres, parce que bon, on va pas tous les passer en revue, parce que la vérité c'est que les différentes données statistiques qu'on a évoquées tout au long de cet entretien sont des données chiffrées qui sont plutôt optimistes ou alors positives s'agissant du Rwanda. Vous ne les remettez pas forcément ou systématiquement toutes en question, mais vous interpellez s'agissant par exemple des données relatives à la croissance, s'agissant notamment du PIB, pas du PIB, de l'indice de développement humain. Là, vous relevez que c'est bien que la croissance ait le vent en poupe, mais qu'il est important que cette croissance soit inclusive, qu'elle puisse bénéficier à tous, parce que si c'est une croissance qui est positive ou alors qui est croissante entre guillemets, tout de suite on se pose toujours la question de savoir, mais elle profite à qui cette croissance-là? Et quand on en vient à se poser cette question, forcément, il faudrait qu'on puisse être sûr que même les middle class rwandaises en bénéficient et que ce n'est pas simplement une croissance qui est réservée à une certaine catégorie de personnes. Rassurez-moi, s'il vous plaît. J'espère que là également, je suis aligné avec ce que vous nous avez dit. C'est bien ça. Enfin, ça, ce sont les axes majeurs, parce que lorsqu'on a le scope de notre entretien ou de la rencontre d'aujourd'hui, c'était la croissance, l'attractivité économique du Rwanda. Il y a peut-être un point que j'étais en train d'oublier, mais il y a également l'ingéniosité du Rwanda, c'est-à-dire leur capacité à savoir sur le tourisme, sur l'écotourisme, leur capacité à savoir vendre leur biodiversité dans le cadre vendre leur biodiversité
vendre leur biodiversité auprès des étrangers, et ce qui leur permet de réaliser les chiffres qu'on a pu citer, c'est-à-dire 168 millions de dollars dans le cadre du tourisme pour des personnes qui viennent voir les gorilles des montagnes. Nous sommes tous d'accord, c'est quand même une belle performance et qui devrait même pouvoir inspirer les autres pays d'Afrique, que ce soit les autres pays d'Afrique de l'Est ou même les autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Donc vraiment, je ne voudrais pas tirer encore davantage, c'est vraiment juste pour faire un résumé de tout ce que vous nous avez dit. Encore une fois, merci à tous les deux. Nous espérons pouvoir vous retrouver tout au long de cette année pour d'autres échanges, bien entendu, pas forcément toujours pas toujours sur le Rwanda, mais sur d'autres thématiques tout au long de cette année. Merci beaucoup. Et merci également à Cyril. C'était un plaisir. Cyril, je crois que c'est ton micro. Cyril, ton micro. Voilà. Oui, je disais, je faisais un petit clin d'œil à Rémi en lui disant que je vois la tenue qu'il a sur la photo de profil, donc j'ai fait l'effort d'être à la page en mettant la tenue d'un designer rwandais moche. Je pense qu'il connaît.